Bonjour, bienvenue au cours INS 5506 qui va porter aujourd'hui sur la question de la démocratie directe et les expériences révolutionnaires. Donc, ce matin, on a vu ensemble la question de la démocratie représentative qui est basée sur le pouvoir du peuple qui peut librement, non pas exercer le pouvoir sur les lois et faire des choix qui vont toucher le gouvernement, mais plutôt élire les représentants élus qui vont par la suite prendre des décisions concernant les lois. Donc, dans le cadre de ce cours, je vais vous montrer que la démocratie directe a une longue histoire qui remonte à la cité athénienne et qui a eu différentes expériences à travers le temps dans différents types de sociétés. Et on va avoir un bref aperçu de ça. Donc, qu'entend-on par ces expériences de démocratie directe à travers l'histoire? Donc, je vous ai mis une image ici du mouvement Occupy, donc qui a été présent dans différentes villes du monde, où il y a eu des gens au mois d'octobre 2011 qui ont en quelque sorte protesté contre la concentration de la richesse dans les mains du 1%, qui ont aussi protesté contre la fausse démocratie représentative, et ils ont réclamé une vraie démocratie, donc Real Democracy Now, Global Democracy. Donc, l'idée, en fait, qu'on peut avoir une démocratie réelle et qui font en quelque sorte changer le régime de société dans lequel on vit. Ces gens ont planté des tentes à différents endroits, ils ont organisé des grandes assemblées générales et ont développé en quelque sorte cette expérience de démocratie directe au sein des espaces publics. Et c'est une des nombreuses manifestations de la démocratie directe à travers notre histoire. Comment est-ce qu'on peut définir la démocratie directe? D'une part, je commencerai par définir cela par le pouvoir exercé directement par les citoyens et les citoyennes, ou de façon plus générale encore, par l'ensemble des personnes concernées par des décisions. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Le pouvoir d'exercer, en fait, le pouvoir des citoyens d'exercer une influence ou d'avoir un choix sur les lois qui sont prises sans passer par d'intermédiaires, c'est-à-dire sans passer par la médiation de représentants élus. C'est ce qu'on entend par la démocratie directe, par opposition à une démocratie qui serait indirecte ou représentative. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a une distinction nette entre les deux. Qu'est-ce que ça comprend, cette démocratie directe? D'une part, l'égalité dans la prise de parole. Donc, on a vu avec la démocratie athénienne la question de l'iségoria. Donc, l'idée qu'on a également la possibilité de prendre la parole dans une assemblée pour exprimer ses idées, ses opinions, essayer de convaincre les autres personnes de prendre une décision plutôt qu'une autre. L'autre dimension, c'est l'égalité non pas dans la prise de parole, donc pas uniquement la liberté d'expression, mais aussi la liberté de décider. Donc l'isocratia, donc un pouvoir égal pour tout le monde, un membre, un vote ou une personne, un vote. C'est un principe de la démocratie qu'on retrouve tant dans les coopératives que dans un système de démocratie représentative. Mais on le trouve aussi dans la démocratie directe où c'est les personnes présentes dans cette assemblée qui vont pouvoir prendre des décisions qui les concernent. Autre particularité de la démocratie directe, c'est un système dans lequel on peut avoir des porte-paroles. On nomme des gens pour qu'ils puissent prendre des décisions à notre place. Mais il va y avoir une distinction importante avec la démocratie représentative, avec ce qu'on appelle le mandat impératif. Impératif, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui est déjà fixé d'avance. On ne peut pas déroger de décisions qui sont prises par une assemblée. Donc, ce que ça implique, c'est que les personnes qui vont être les délégués, c'est-à-dire les personnes qui vont être nommées par une assemblée pour prendre des décisions dans une autre instance, dans un autre lieu, doivent être absolument responsables, ils vont être redevables devant cette assemblée et ils vont être aussi révocables. C'est-à-dire que si les personnes qu'on nomme pour porter des décisions ailleurs ne respectent pas leurs promesses ou le mandat de l'Assemblée, on va pouvoir dire qu'on va enlever leur siège, on va les révoquer, les remplacer par d'autres personnes. Donc, ce principe, on pourrait dire qu'il y a une différence entre le mandat représentatif d'un côté, parce qu'il donne en quelque sorte carte blanche, ou on appelle parfois donner un chèque en blanc, c'est-à-dire que la personne, une fois élue, va pouvoir faire un peu ce qu'elle veut. Par opposition à l'idée du mandat impératif, où elle va avoir les mains liées, elle va être en quelque sorte vraiment attachée par les décisions qui sont prises par cette assemblée à la base. Donc, il va avoir un contrôle beaucoup plus fort sur les personnes qu'on nomme pour nous représenter en quelque sorte dans le cadre de la démocratie directe. Et il va y avoir en quelque sorte un va-et-vient du haut vers le bas et du bas vers le haut pour vraiment s'assurer que les différentes décisions qui sont prises dans une autre instance
vont vraiment être en quelque sorte le reflet des décisions de l'Assemblée et de l'ensemble des personnes. Contrairement à la démocratie représentative, où là, on donne une plus grande marge de manœuvre pour les représentants élus qui vont nous représenter pendant une plus longue période sur une diversité de dossiers, donc sur plein de sujets que l'Assemblée initiale ne va pas avoir choisi de délibérer. Donc ici, c'est vraiment pour vous indiquer les grands principes de la démocratie directe. Donc, c'est une démocratie qui ne passe pas par l'intermédiaire du pouvoir des représentants. Les formes institutionnelles que ça comprend. Donc, la démocratie directe, vous allez l'expérimenter dans votre cours d'autogestion et vous l'avez déjà fait un peu dans votre travail d'équipe jusqu'à maintenant. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne souvent dans des petits groupes, dans les milieux de travail, dans des collectifs, des comités citoyens. Généralement, on ne fonctionne pas avec un chef ou avec un représentant élu, on fonctionne vraiment par un principe d'égalité dans la prise de décision, dans la prise de parole, pour que le groupe puisse vraiment décider ensemble. On peut retrouver aussi la démocratie directe dans l'autogouvernement local, dans certaines formes de municipalités qui ne sont pas basées uniquement sur un principe de démocratie représentative, mais vraiment sur un principe de démocratie directe. Et on peut le trouver aussi dans des conseils. Donc, je vais vous dire plus tard, par exemple, il y a des conseils ouvriers qui ont été en quelque sorte des groupes d'ouvriers, groupes d'étudiants, groupes de personnes dans différents quartiers d'une ville qui se sont rassemblés lors de différents moments de l'histoire, lors de révolutions, et ils ont créé une forme d'assemblée du peuple qui prenait un ensemble de décisions à la base. Donc, c'est une autre forme de démocratie directe qu'on peut trouver là. Donc, vous pouvez voir que dans ces deux cadres-là, dans l'autogestion des milieux de travail, des organisations, ou bien à l'échelle d'une ville, d'un certain quartier, on voit que la démocratie directe, c'est quelque chose qui existe à petite échelle. Mais comment on fait pour avoir une plus grande démocratie directe avec des centaines de milliers, voire des millions de personnes? On peut passer par une autre forme qui n'est pas une assemblée, mais vraiment par l'idée du référendum. Donc, le référendum, c'est lorsqu'il y a un vote qui est fait par l'ensemble de la population ou l'ensemble des membres d'une organisation pour se prononcer sur une question spécifique. Donc, voulez-vous, oui ou non, par exemple, que notre gouvernement adopte telle constitution? Voulez-vous, oui ou non, que notre gouvernement devienne indépendant des autres États? Voulez-vous, oui ou non, vous prononcer sur la question, par exemple, une question de la transition écologique ou sur la question de l'immigration, ou ça peut être sur différents sujets qui peuvent être débattus dans l'espace public. Évidemment, les référendums et le choix qui va être fait ne va pas toujours être dans le sens de la justice sociale ou la plus grande démocratie. Ça peut l'être, comme ça peut être aussi des choses que le peuple vote qui vont à l'encontre du droit des minorités. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut faire attention avec ce dispositif aussi, qui est une forme de démocratie directe, mais qui n'est pas nécessairement un gage de justice, comme toute autre forme de démocratie par ailleurs. Un autre élément que vous pouvez en fait aller voir, qui est présent dans le contexte de la démocratie directe en Suisse. En Suisse, il y a beaucoup de référendums. Il y a aussi de l'initiative populaire. Donc, l'idée que le référendum, il n'est pas obligatoirement convoqué par le gouvernement élu. Donc, en Suisse, il y a des représentants élus. C'est une forme de démocratie représentative, mais dans laquelle on a inséré des formes de démocratie directe. Au sens où, par exemple, un groupe de la population peut décider s'il va ramasser un certain nombre un certain nombre de signatures, pardon, ça va permettre en quelque sorte d'organiser un référendum ou une grande consultation publique sur une question concrète. Par exemple, il va y avoir le revenu de base. Donc, est-ce qu'on doit, par exemple, donner un revenu à tout le monde, peu importe si la personne travaille ou ne travaille pas, à titre de sécurité économique pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes d'une société. Donc, est-ce que c'est quelque chose de bien, de mal? C'est pas au gouvernement de décider. Il va y avoir toute une campagne organisée. Et ultimement, c'est le peuple qui va se prononcer sur cette question. Donc, vous pouvez voir que le référendum, c'est un outil de démocratie directe assez puissant qui peut venir soit du haut ou soit de la base par l'initiative populaire. Et enfin, une autre forme de démocratie directe qu'on peut trouver également dans deux cantons en Suisse, c'est une assemblée de village, l'assemblée communale qu'on appelle le Landsgemeinde.
Donc, c'est dans des cantons de la Suisse allemande où il y a des grandes assemblées en plein air, où il y a des milliers de personnes qui se rassemblent pour discuter. Et là, je vous donne cette image ici où vous pouvez voir que cette démocratie directe avec un très grand nombre de personnes continue encore à exister jusqu'à nos jours. Donc, c'est une tradition médiévale qui remonte à très, très longtemps et que dans certaines circonstances, on peut encore préserver et voir qu'il peut y avoir une démocratie directe avec plusieurs personnes à différents endroits. Donc, je vous donne ça ici à titre d'exemple. Vous allez avoir un documentaire dans le Bright Space pour en connaître plus sur ce genre d'expérimentation démocratique. À travers l'histoire, comme je l'ai dit, il y a différents événements, différentes institutions que vous allez pouvoir découvrir qui ont été des formes de démocratie directe. Il y a par exemple le code des communes médiévales. Donc, dans les communes médiévales, c'est-à-dire dans des cités durant le Moyen Âge, il y avait certes le pouvoir du roi d'un côté, le pouvoir de l'Église qui était extrêmement puissant, le pouvoir des nobles, des seigneurs. Donc, c'était pas, on pourrait dire, un régime politique démocratique dans son ensemble, ni basé sur la représentation, mais dans les villes, il y avait quelque chose comme des chartes qui permettaient de garantir l'autonomie locale de la ville. Il y avait les gens qui faisaient un pacte ensemble, ils faisaient des serments pour se prêter mutuellement confiance. Et il y avait des assemblées où il y avait des bourgeois, des artisans, parfois dans certains cas même des femmes qui pouvaient participer à la vie publique. Et il y avait quelque chose comme une forme de germe de démocratie directe présente dans plusieurs villes. Donc, même à l'époque médiévale, il y avait cette forme qu'on pourrait appeler d'autogouvernement local par et pour les citoyens, les villageois qui pouvaient s'autogouverner sur une certaine série de questions dans les paramètres qui étaient définis par le roi. Donc, le roi, en quelque sorte, accordait des chartes qui reconnaissaient l'autonomie dans certains paramètres pour que les villes puissent se gouverner, se gérer elles-mêmes. Évidemment, les villes n'étaient pas souveraines, elles n'étaient pas indépendantes, elles étaient encore soumises au pouvoir de la religion, encore soumises au pouvoir du roi. Elles devaient payer des impôts, mais il y avait quelque chose comme un germe de démocratie directe qui existait. Dans un autre contexte qu'on a trouvé du côté de la Nouvelle-Angleterre, il y a Alexis de Tocqueville, par exemple, qui a écrit dans de la démocratie en Amérique, le fait que dans la Nouvelle-Angleterre, donc dans les différents États américains du côté du Nord-Est, il y avait quelque chose qui s'appelait les town meetings, donc des réunions de villages en quelque sorte, ou de petites villes, où les gens pouvaient se réunir plusieurs fois par année pour discuter directement du budget de la ville, de la réglementation locale, des lois qui étaient votées. Et même s'il y avait par exemple un maire ou des conseillers municipaux que l'Assemblée élisait, c'était pour une période plus courte et lors de chaque town meeting, il y avait vraiment une égalité où c'était l'ensemble des personnes qui pouvaient prendre des décisions et non seulement les représentants élus. Donc, on voit que cette présence-là, en fait, permettant en quelque sorte d'expérimenter une démocratie à plus petite échelle, qui était en quelque sorte une école de la démocratie pour apprendre aux gens à exercer leur citoyenneté. Donc, je vais vous montrer une citation après, mais c'est vraiment une expérience concrète de démocratie qui a existé du côté des États-Unis et qui continue encore d'exister jusqu'à ce jour. Donc, il y a encore des centaines de temps de meetings dans les États du Vermont, Massachusetts, Maryland, dans certains États de New York aussi. Mais c'est une tradition qui, avec le temps, s'effrite de plus en plus. Donc, ça, c'est un autre exemple que je voulais évoquer ici. Autre exemple, la commune de Paris, donc une expérience révolutionnaire qui date de 1871, qui a duré 72 jours, où il y a eu une grande révolte suite à l'échec de la France dans la guerre franco-prusse, donc une guerre entre la France et l'Allemagne à ce moment-là. Et là, il y a eu une expérience en fait de révolte sociale populaire. Et là, la ville de Paris a été en mode de démocratie directe et a fait plusieurs réformes sociales dans un très faible espace de temps avec des femmes et des hommes qui participaient ensemble. Et ça a été vraiment une expérience assez incroyable de démocratie, mais qui a été malheureusement écrasée par la force et écrasée dans le sang par la suite. Et je vais vous montrer un bref documentaire aussi dans le Bright Space où vous pourrez aller découvrir environ en 5-6 minutes une forme de reconstitution de cet épisode de la Révolution française par la suite
qui est encore évoqué jusqu'à nos jours et qui sert de source d'inspiration pour des mouvements de contestation. Il y a par la suite ce qu'on peut trouver des conseils ouvriers, donc ce qu'on a appelé durant la Révolution russe les soviets, donc qui était une forme d'autogouvernement dans des comités d'usines, dans des villes entières, dans des villages. Là, vraiment, les gens, dans le cadre de la Révolution russe, avant qu'elle soit dominée par le parti bolchevique qui a pris le pouvoir, donc qui a instauré en quelque sorte la dictature du prolétariat, donc avec un régime assez autoritaire. Donc, si on prend l'exemple de la Russie ou de l'ancien bloc de l'URSS, des blocs soviétiques ou de la Chine aujourd'hui, on peut voir que ces régimes dits soviétiques ou socialistes ne sont pas du tout démocratiques, même au contraire, c'est des régimes autoritaires, dictatoriaux. Mais dans les premiers moments de la Révolution russe, il y a en quelque sorte cette émancipation, cette démocratie directe exercée par le bas qui était extrêmement présente et vivante. Donc, c'est pour dire souvent que, à travers l'histoire, la démocratie directe a pris en quelque sorte certains épisodes, certains moments où les gens se sont en quelque sorte libérés de systèmes d'oppression, de pouvoir, de dictature, d'oligarchie, et on peut instaurer des formes temporaires ou éphémères de démocratie directe, et qui, malheureusement parfois, se sont retournés en forme de dictature ou ont été écrasés par la force par des puissances extérieures. Donc, la démocratie, évidemment, c'est pas toujours quelque chose de rose, c'est quelque chose, lorsqu'on veut passer d'un système politique à un autre, parfois ça se fait pas sans friction, parfois ça se fait disons, de façon beaucoup plus douce, sans effusion de sang, de violence, ou ainsi de suite, mais parfois la démocratie directe survient vraiment dans des contextes de mobilisation sociale, de transformation, où les gens ont vraiment envie de changer le système et de vivre autre chose et de prendre des décisions autrement. Et peut-être aussi pour aller voir un cas d'expérience de démocratie directe qui se poursuit dans la durée, vous avez le documentaire que je vous donne aussi accès dans le Bright Space que vous pouvez aller voir, le village qui est situé en Andalousie, qui est entièrement autogéré depuis 1979, donc le village Marinaleda. Dans ce village, il y a en quelque sorte encore un maire du village, mais toutes les grandes décisions sont prises par une assemblée. Et vous pourrez voir que dans cette petite utopie de démocratie directe qui existe jusqu'à ce jour, on peut voir que la démocratie directe ne se fait pas toujours dans la guerre, dans le cadre de grandes révolutions, mais dans le cadre de mobilisations citoyennes qui peuvent aussi parfois durer à travers le temps. Donc, durer depuis 1979, ça veut dire depuis au moins une quarantaine d'années que cette expérience perdure et elle pourrait peut-être se généraliser ailleurs, dans d'autres villes aussi. Donc ici, je vous ai donné différents exemples de démocratie directe à travers l'histoire et j'aimerais citer cette phrase d'Alexis de Tocqueville qui montre en fait l'importance, pourquoi c'est important la démocratie directe, même au sein d'un régime représentatif. Donc, ce qu'il va le dire, Alexis de Tocqueville, dans son célèbre livre de la démocratie en Amérique, c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales, c'est-à-dire la démocratie directe dans les temps de meetings à petite échelle, sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. Elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institutions communales, on pourrait dire sans démocratie directe à la base, dans nos villes et dans nos villages, une nation ne peut se donner, non, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. Autrement dit, certes, peut-être qu'on a un régime politique basé sur le gouvernement représentatif, qui est libre, entre guillemets, donc qui n'est pas subordonné à une puissance extérieure, mais si à l'intérieur de cette démocratie représentative, les gens n'ont pas cette habitude de se gouverner, n'ont pas en fait, ces vertus civiques, ces vertus citoyennes qui leur permettent d'exercer leur citoyenneté, de faire vivre la démocratie, alors ce peuple n'aura pas l'esprit de la liberté, l'esprit de la démocratie. Autrement dit, ce que je voulais amener ici, c'est de montrer que c'est extrêmement important et de plus en plus de gens disent que pour surmonter la crise de confiance vis-à-vis les institutions de la démocratie représentative, on va en discuter un peu plus dans le cadre de la séance de mercredi, il faut qu'on soit capable en quelque sorte d'approfondir la démocratie, de la rendre plus directe, participative, d'injecter en quelque sorte peut-être à différents endroits et souvent
dans une échelle de proximité, à l'échelle des villes, des villages, des différents quartiers d'une ville. Ces lieux, ces différentes écoles de la démocratie qui lui permettent vraiment de bien fonctionner. Donc, ce qu'on va appeler la démocratie participative, ça va être souvent une forme de modèle hybride qui va exister dans le cadre de gouvernements représentatifs, mais qui va en quelque sorte ajouter des composantes de démocratie directe, comme des budgets participatifs, comme des assemblées citoyennes, comme des temps de meetings, pour permettre de faire vivre la démocratie de façon beaucoup plus intense que dans un système basé uniquement sur le vote tous les quatre, tous les 4 ans. Donc, c'est ce que je voulais amener ici. Maintenant que je vous ai montré la démocratie directe, dans ses avantages, dans ses formes, il faut évidemment montrer quels sont ses défis, obstacles et limites. Je dirais qu'il y a 3 principales composantes, 3 principaux types de problèmes qu'on peut trouver avec la démocratie directe. C'est en quelque sorte le problème d'une part de la participation. Donc, pour qu'une démocratie directe puisse fonctionner, il faut que les gens participent beaucoup. Donc, c'est presque une évidence. Ça prend une participation encore plus grande que la démocratie représentative, parce qu'on ne va pas demander uniquement aux gens de voter une fois tous les 4 ans, on va leur demander de s'informer en permanence, de participer à plusieurs assemblées, parfois plusieurs par mois ou par année. On va leur demander de prendre le temps pour pouvoir amener des idées, participer à des comités, se prononcer sur des référendums. Donc, imaginez une société, entre autres comme la Suisse, où il y a peut-être 15 ou 20 référendums par année. Ça en fait beaucoup, beaucoup de débats de société, où il faut qu'on se prononce. Donc, que ce soit avec le vote dans une urne ou dans certains pays de plus en plus par le vote en ligne. Il y a toute cette idée de la participation qui prend extrêmement beaucoup de temps. Et pour qu'il y ait la participation, il faut qu'il y ait de la motivation, donc les gens soient intéressés, motivés à faire partie de la démocratie, ce qui n'est pas toujours évident dans nos sociétés, contraintes par le temps, par le travail, par le fait que les gens veulent se consacrer à leur projet personnel plutôt que de s'occuper de la politique. Et même pour les gens qui sont vraiment motivés, qui voudraient participer, on vit aussi dans une société qui est basée sur le manque de temps, sur le fait que tout va déjà plus vite, les gens sont hyper occupés, ils sont en quelque sorte obligés d'étudier, de travailler en même temps, de devoir payer leurs comptes, s'occuper de leur famille, et là on leur demande de s'occuper de la politique, la démocratie à différentes échelles, et si on leur ajoute en plus la démocratie représentative, plusieurs instances de démocratie directe, ça devient aussi facilement quelque chose de très lourd. Donc ça, c'est un premier type de problème, le défi de la participation. Donc pour qu'il y ait la démocratie directe et qu'elle puisse bien fonctionner, il faut augmenter le niveau de participation des gens, mais il y a des contraintes systémiques qui font en sorte que c'est difficile de faire participer davantage des gens. L'autre dimension qu'on peut amener, c'est le problème de l'inclusion. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'il y a souvent une inégalité d'accès à ces espaces. Même si, par exemple, vous faites une assemblée générale, puis vous invitez tous les gens d'un village à venir. Est-ce que c'est toutes les personnes du village qui vont être présentes lors de cette assemblée? On pourrait se douter que non. Il va y avoir une toute petite partie de la population, généralement, peut-être 5 10, 15, 20, 30 si vous êtes bon, qui vont se présenter. Et ensuite, parmi ces gens, souvent, c'est des personnes qui vont être soit la plupart du temps éduquées, qui vont avoir du temps libre, des personnes à la retraite, parfois des étudiants, mais généralement, il va y avoir une sous-représentation de certains groupes de la population, comme par exemple les personnes issues de milieux défavorisés ou plus pauvres, des personnes peut-être aussi parfois de certaines communautés culturelles qui font pas partie de la majorité blanche, par exemple, vont être moins présents dans des espaces de démocratie directe et participative. Et encore un autre aspect qu'on peut ajouter, même s'il y a une diversité de personnes qui sont présentes lors de cette assemblée, il n'y a pas nécessairement d'égalité dans la prise de parole. Donc, quand les gens vont prendre la parole pour exprimer leurs idées, souvent, il va y avoir une surreprésentation des hommes qui vont prendre la parole. Ça, c'est pas à cause que les hommes sont des mauvaises personnes, mais à cause parfois de modes de socialisation. On a enseigné, par exemple, aux jeunes garçons de prendre leur place, de prendre la parole, alors qu'on a dit, par exemple, aux filles et aux femmes, par exemple, d'être plus dans l'écoute, de plus être effacées, d'être plus gentilles, de ne pas se prononcer de façon trop agressive lorsqu'on est en désaccord avec des idées. Alors que les hommes, on va les encourager à être plus virils, à être plus forts. Donc, vous allez avoir des textes à discuter à propos de ça, sur les dynamiques de l'espace public dans la prise de parole,
entre autres avec Harris Young et Nancy Fraser. Donc, cette idée une inégalité dans la prise de parole, c'est quelque chose qui est présent même dans la démocratie directe. Ensuite, troisième série de problèmes, la question de l'efficacité. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que la démocratie directe, sauf peut-être dans le cas de référendum où on demande aux gens de se prononcer sur une question concrète par un oui ou par un non, ça on peut décider, on coche une case, oui ou non, puis on le met dans une urne et c'est fait. Mais ce que ça va demander, généralement, la démocratie directe, dans la plupart des dispositifs, c'est une délibération, donc une discussion démocratique en assemblée. Et vous avez fait cette expérience dans le cadre de l'Assemblée générale. Vous avez pu voir que délibérer, échanger, donner le tour de parole. Et ensuite, lorsqu'on passe à la période de prise de décision, là, de qui fait une proposition, qui amende, qui fait quoi comme on fait, souvent, il y a plein de accrochages qu'on peut avoir dans la démocratie directe. Il y a plein d'enjeux qui font en sorte que parfois, c'est un processus qui est beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux que si d'autres personnes prennent des décisions à notre place parce qu'on les nomme pour faire ça à temps plein. Le fait de s'occuper de la politique fait en sorte qu'on doit se consacrer davantage et ça peut amener différents dysfonctionnements, problèmes qui font en sorte que c'est un processus qui est parfois beaucoup plus lourd que si ça passe par différents experts ou par des politiciens professionnels. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on peut voir. Autre élément, c'est que suite aux différentes décisions qui sont prises dans une assemblée, il faut faire un suivi des différentes décisions. Souvent, les gens vont être bons en assemblée pour dire « moi, je suis en accord avec ça, je suis en désaccord avec ça », ils vont prendre la parole et tout ça. Puis une fois que les gens vont décider quelque chose, puis là, on va être rendu à la période de qui va s'occuper de faire les tâches. Oups! Ces différentes personnes vont être absentes ou ne vont pas faire de suivi par rapport à ce qui doit être fait. Donc, vous allez voir que c'est une dynamique parfois dans les cours, dans les travaux d'équipe, dans une dynamique d'autogestion, le suivi des décisions qu'on fait, qui vont faire en sorte que parfois on va être très pas efficace dans notre capacité à agir en fonction de ce qu'on a décidé dans notre assemblée. Et il va y aussi y avoir différentes difficultés de mise en œuvre, de réalisation dans l'action qui vont être faites par la suite. Donc, vous pouvez voir ici que je vous ai apporté une série de problèmes qui peuvent être vécus par la démocratie directe. Je vous aurais posé la question comment on fait pour surmonter ces différentes choses si on était dans un cours en direct. Maintenant, c'est pré-enregistré et j'ai des éléments de réponse, mais on va pouvoir en discuter ensemble dans la séance qui suit. Mais ce que je voudrais dire d'une part ici, c'est que les différents problèmes que j'ai identifiés avec la participation, l'inclusion et l'efficacité, ce pas des problèmes qui touchent uniquement la démocratie directe. C'est des problèmes qui touchent la démocratie de façon très générale. Que ce soit la démocratie délibérative ou la démocratie représentative, toutes les formes de démocratie ont besoin de participation, de motivation des gens, d'un certain nombre de temps pour se consacrer à ça. Ça va impliquer des enjeux d'inclusion. Donc, on va devoir trouver des règles et des mécanismes pour être capable de surmonter les différentes exclusions, les inégalités qu'on peut trouver dans la discussion démocratique. On va aussi avoir différents enjeux d'efficacité puis trouver des trucs pour surmonter ces difficultés. Donc, c'est pour dire ici que c'est pas parce qu'il y a des problèmes avec la démocratie directe que c'est un système qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnera jamais. Comme je vous l'ai montré, il y a plusieurs moments dans l'histoire, il y a encore des sociétés qui fonctionnent avec ces instances de démocratie directe, mais ça va prendre quand même des trucs pour améliorer son fonctionnement. Quelles sont ces solutions? Bien, on peut identifier pour la participation, augmenter le niveau de participation, on va devoir avoir des stratégies de mobilisation. Donc, c'est ce que vous allez faire, par exemple, dans vos cours de mobilisation, communication. Cet avant-midi, vous avez vu, par exemple, on a eu une visite d'Elizabeth Brooms de l'atelier d'innovation sociale qui est venue vous parler de cette assemblée qui s'en vient ce jeudi. Et donc, vous devez vous inscrire pour ça. Mais ça, c'est une stratégie de mobilisation. On va voir les membres d'une organisation aller prendre le temps de les informer de cet AG, un peu les motiver à venir parce que c'est quelque chose d'important. Et c'est toutes des choses qu'on doit faire pour être capable de motiver. Ça fait juste dire, voici l'information, il y a une assemblée et on attend que les gens viennent. Il y a un certain nombre de personnes intéressées qui vont venir, mais pour aller chercher les autres personnes, il faut faire un travail supplémentaire. Les autres éléments qu'on peut amener pour la participation, l'éducation civique,
Comme on a pu voir, par exemple, à la démocratie athénienne avec la paideia, donc cette éducation qui est mise en place pour permettre aux gens d'acquérir une vision de la cité. C'est quelque chose, en fait, qui doit être fait pour permettre une démocratie directe de bien fonctionner. Et même, c'est quelque chose qui doit être fait pour la démocratie représentative également. Il y a les jours fériés, donc si on donne des jours de congé les dimanches, puis on dit que les dimanches, avant, par exemple, le dimanche était surtout une fête religieuse, une fête plutôt un jour religieux, où on prenait une pause d'une journée du travail pour se consacrer à la vie familiale, aller à la messe à l'église. On pourrait décider, par exemple, qu'on met des dimanches le congé, je veux dire, on met le congé les dimanches, pardon, et dans ce cadre-là, on dit, ben, c'est du temps que vous pouvez prendre pour vous, pour vos familles, une journée de congé du travail, qui peut être utile pour la vie démocratique également. Autre élément qu'on peut ajouter pour augmenter l'accessibilité des assemblées, entre autres pour aider les femmes et les jeunes familles, c'est avec des services de garde. Donc, lorsque deux parents doivent s'occuper de leurs enfants, si à côté de l'assemblée, directement de leur lieu de travail, ou que ce soit au conseil municipal ou ailleurs, il y a des lieux, des espaces pour qu'on puisse garder les enfants pendant cette assemblée, ça pourrait aider. Et un autre élément aussi que beaucoup de gens revendiquent pour à la fois changer le système de sécurité sociale, permettre la redistribution de richesses, comme je l'ai dit plus tôt, le revenu de base. Donc, cette idée, en fait, qu'on pourrait donner un montant égal, disons, à chaque personne, donc disons un 1000 $ par mois, ou on pourrait penser même à un montant supérieur, comme par exemple avec la PCU qu'il y a eu pendant le temps de la COVID, la prestation canadienne d'urgence, qui a été en quelque sorte une sorte de revenu de base temporaire qui a été mis en place. Mais si c'est quelque chose qu'on pouvait généraliser, ça permettrait aux gens de décharger le poids qu'ils ont de trouver un emploi à tout prix. Ça leur permettrait de se trouver un emploi, mais aussi peut-être de se consacrer davantage à la vie démocratique. Donc, vous pouvez voir qu'il y a différentes pistes qu'on peut mettre en place pour augmenter le niveau de participation et pour rendre possible la démocratie directe et même la démocratie représentative. Au niveau des stratégies d'inclusion, il y a les stratégies de recrutement ciblé. Donc, le fait, par exemple, que si on considère que dans notre assemblée, il y a une surreprésentation, par exemple, des personnes blanches par rapport, par exemple, à un certain quartier de la ville où, par ailleurs, dans la grande majorité, c'est un quartier mixte avec une pluralité de personnes, de plein de groupes socioculturels et de couleurs différentes. Donc, si on voit que dans ce quartier spécifique, il y a une surreprésentation des personnes blanches, on peut dire, mais peut-être qu'on n'a pas bien fait notre travail. Comment on va aller chercher les gens de différents milieux, de différents groupes pour qu'ils soient présents lors de cette assemblée? Et c'est comme on pourrait dire la stratégie de mobilisation, mais là, on va vraiment essayer de viser, on cible davantage les personnes ou les groupes qu'on veut voir se présenter lors de cette activité. On peut penser aussi, dans d'autres cas, à des stratégies de parité dans les délégations, c'est-à-dire, par exemple, que si on nomme des personnes de notre assemblée pour aller porter notre voix dans une autre instance, on pourrait décider, par exemple, que deux porte-paroles, dont un homme et une femme. Donc, ça pourrait être un choix qui est fait pour essayer d'augmenter la présence des femmes dans différentes instances. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi instaurer. Au niveau de l'animation de l'Assemblée, pour la rendre plus ouverte, pour faire des tours de parole, comme on l'a fait, pour avoir différentes pratiques anti-oppressives, pour permettre de créer une forme de climat sain, un climat de confiance, un espace sécuritaire où l'ensemble des personnes se sentent écoutées, se sentent respectées. Donc, c'est différentes choses qu'on peut mettre en place pour rendre nos démocraties et nos différentes assemblées plus inclusives, plus sensibles et laisser une place pour le plus grand nombre de personnes pour qu'ils se sentent à l'aise pour partager leurs idées. Enfin, pour la question de l'efficacité, pour rendre une assemblée efficace, il faut être en quelque sorte d'avoir des règles. Donc, que ce soit au niveau des différentes limites de temps dans les prises de parole, que ce soit par une forme de discipline qu'on se met en place par une éducation citoyenne ou par une expérience. Ça peut être en se préparant bien, donc bien préparer les rencontres à l'avance, ça permet qu'elles soient beaucoup plus efficaces. Avoir des règles claires, attribuer des tâches aussi pour le suivi des tâches par la suite. Donc, s'il y a des choses qui doivent être faites, à la fin de l'assemblée, on doit dire qui va faire quoi. Et essayer d'assurer les suivis, les différentes responsabilités qui vont être faites avant, pendant et après une assemblée. Donc ici, j'ai juste énuméré des petits conseils, parfois des grandes réformes sociales, parfois des petits trucs simples
qui vont permettre de rendre plus efficace la démocratie directe. Et vous allez beaucoup apprendre aussi des trucs dans le cadre de votre cours d'autogestion. Vous allez en quelque sorte expérimenter encore plus comment on fait pour faire vivre une démocratie directe dans nos lieux de travail, dans nos équipes, dans nos projets, pour la rendre à la fois efficace, inclusive et active et participative. Donc, je crois avoir fait le tour des différentes pistes de solutions ici et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pendant ce large bout de temps sur les expériences de démocratie directe. Pour conclure, je vous invite à aller voir sur le Brightspace pour aller lire, je veux lire les textes que vous avez à lire sur l'espace public, mais aussi à aller consulter des liens vidéo pour l'expérience d'autogestion pour le village de Marinaleda, pour l'expérience de la commune de Paris et pour aussi un court reportage sur le miracle suisse, donc sur le système de démocratie directe qui est présent encore en Suisse aujourd'hui. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.